Bon, je vais essayer d'être bref. Alors, je vais parler pratiquement en même temps de la marine allemande et de la marine anglaise, parce que, comme vous allez le voir, les problèmes sont liés. Hein, ne vous attendez pas à des parties séparées. Bon, la marine allemande d'abord. La marine allemande, il faut savoir que la crise de juillet 14, elle n'est absolument pas, en aucune façon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, impliquée. La Horseflotte est en train de bronzer dans les fjords norvégiens. Hein, elle descend au tout dernier moment. C'était d'ailleurs un geste politique pour montrer qu'on n'était pas disposé et prêt à faire la guerre. Alors, quand la guerre éclate, tout de suite, évidemment, va se poser le problème de l'opposition avec la flotte britannique. On ne comprend pas ce qui va se passer par la suite si on ignore que depuis la fin du siècle précédent, 1897-1898, et surtout les premières années 1900, a commencé une rivalité navale très importante entre les deux flottes. C'est moi qui ai le plus gros bateau, c'est moi qui ai les plus grandes fleurs. On est arrivé, c'est la fameuse histoire de la construction de la flotte, grande flotte allemande par l'amiral Tirpitz, qui a commencé à inquiéter la flotte l'Angleterre quand est arrivé le Dreadnought et la réalisation, évidemment, de bâtiments importants. Parce que quel était le problème du Dreadnought? C'est qu'à partir du moment où vous sortiez des bateaux plus puissants que les autres, les compteurs étaient remis à zéro. Alors, vous allez voir maintenant le premier tableau qui est derrière vous, derrière moi, j'espère que vous le lisez. Je vais de toute façon vous redire les chiffres. Il faut savoir que ce qui est important, malgré tous ces bateaux, c'est la comparaison des Dreadnoughts. C'est ça qui établit le rapport de force. Tout le reste, j'aurais pu ne pas le mettre. Je le mets parce que c'est tout de même intéressant de savoir quel était le rapport. Alors vous voyez par exemple que quand la guerre éclate, l'Angleterre a 20 BDL, c'est bâtiments de ligne, 20 bâtiments de ligne Dreadnought. L'Allemagne en a 13. Assez curieusement, d'ailleurs, c'est le rapport 10-15 sur lequel les deux marines s'étaient mis d'accord en 1911-1912 pour faire tomber un petit peu la tension. Après ça, évidemment, quand on parle auprès de Dreadnought, on a un écart beaucoup plus important, mais ça n'a plus grosse importance parce que le véritable rapport des forces, c'est le Dreadnought. Donc, il y a un équilibre des forces. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les deux marines, disons, se sont développées sur l'idée de l'Armageddon pour la flotte anglaise, die Entscheidungsschlacht, la bataille décisive pour la marine allemande. L'idée est toujours la même, hein, une grande bataille qui va décider, très vite après le début des hostilités, de ce qui va se passer. Or, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il va se passer qu'il y a un équilibre, il y a un rapport des forces qui est maintenant établi de façon telle que la bataille décisive n'est plus possible ni d'un côté ni de l'autre, et je crois que là, des deux côtés, les marines l'ont compris. Et en plus, la marine anglaise a dû renoncer, dans les années 1911-1912, à ce qui était aussi sa stratégie de base en cas de guerre avec l'Allemagne, qui était le blocus rapproché des côtes allemandes. On est passé au blocus éloigné, la flotte repliée, elle se replie d'ailleurs tout de suite à des déclarations de guerre sur Scapa Flow. Donc là aussi, ça empêche, si je puis dire, la bataille décisive. La flotte anglaise est dans le nord de la mer du Nord, la flotte allemande est coincée, si je puis dire, dans ce que la stratège allemande appelait l'angle mort d'une mer morte. Pour se rencontrer, il faut, comme on dit, qu'ils fassent chacun la moitié du chemin. Et aucun des deux n'a envie de le faire. Alors, je vous lis rapidement l'ordre du jour du Kaiser. Alors, dernière chose qu'il faut dire, aucune coordination entre l'armée, en Allemagne par exemple, entre les plans de l'armée et les plans de la marine. Question que vous pourriez poser, pourquoi la flotte allemande n'a-t-elle pas essayé de s'interposer contre le transport des forces anglaises de la British Expeditionary Force sur le continent? La réponse, il n'y a qu'une seule réponse. Voilà, elle ne l'a pas fait parce que personne ne lui a demandé. Comme elle avait d'autres soucis, mobilisation,
subventions mises en place, etc., des francs de machin. À partir du moment où on ne lui demandait pas une opération de grand style, elle n'avait aucune raison de le faire. Le Kaiser, qui a pris tout de suite en main le commandement de la marine, pourquoi le commandant de la marine? Parce qu'il considère que la marine, c'est sa chose. Et qu'il a été, depuis de nombreuses années, parce que l'état-major de l'armée de terre s'est rendu compte de ses insuffisances, il a été dépossédé pratiquement de tout pouvoir sur l'armée de terre. Alors tout de suite, il affirme son autorité sur la marine. Et alors même que la guerre n'est pas déclarée, voilà l'ordre du jour qui sort, que je vous lis rapidement. Sa Majesté l'Empereur a ordonné pour la conduite de la guerre en mer du Nord. L'objectif des opérations doit être de causer des pertes à la flotte anglaise par des opérations offensives contre les forces de surveillance et de blocus de la baie allemande, ainsi que par des actions offensives de guerre de mine et si possible, de guerre sous-marine menée sans ménagement jusqu'à la côte britannique. Après qu'un équilibre des forces ait été réalisé par cette conduite de la guerre, il faudra essayer, après une mise en condition et concentration de toutes les forces, de livrer bataille avec notre flotte dans des conditions favorables. Si auparavant se présentait une occasion favorable pour combattre, elle devra être mise à profit. Le texte initial portait même « elle pourra être mise à profit », puis l'amiral Tirpitz a piétiné sa casquette et a obtenu que le « pourra » devra être grande décision stratégique qui n'aura aucune incidence, pas devra. Enfin, dernier point, la guerre au commerce devra être conduite conformément à l'ordre sur les prises. Le commandement en chef des forces de haute mer déterminera dans quelle mesure elle devra être menée dans les eaux métropolitaines. Les bâtiments prévus pour la guerre de commerce hors des eaux métropolitaines doivent être mis en route aussitôt que possible. Voilà les ordres différents, et vous voyez qu'en fait, ça revenait déjà en ce qui concernait les forces de haute mer à de dire finalement pas de bataille décisive, enfin pas d'engagement, sinon dans des conditions qui finalement ne vont pas arriver, n'arriveront pas à se réaliser. Alors le concept anglais, un petit mot rapide sur le concept anglais, mais je trouve que le concept anglais il est pratiquement identique. Parce que les Anglais se sont aperçus, au début du siècle, eux aussi, que la maîtrise totale des mers, ça n'existait plus, enfin, que la flotte anglaise n'était pas en mesure de dominer partout. Donc elle a également, elle a aussi défini de façon très précise ce qu'il y avait à attendre de sa marine. Alors l'ordre d'opération qui est sorti aussi qui est promulgué, prévoit aussi 4 missions. La coupure des liaisons allemandes par blocus éloignés, la protection des îles britanniques et Dominion, la protection des communications maritimes indispensables, et puis bien sûr la protection du transport et du ravitaillement de la British Expeditionary Force. Donc vous voyez que là aussi, dans cet ordre d'opération, enfin dans ce schéma, vous ne trouverez nulle part d'allusion à la bataille décisive. Alors à partir du moment où personne ne parle de bataille décisive, pourquoi voudriez-vous qu'elle ait lieu? Elle va finir par avoir lieu, mais je dirais un petit peu par hasard. Le Jutland, je répondrai à vos questions tout à l'heure si ça vous intéresse, le Jutland est une bataille de rencontre. Elle n'est pas sortie la volonté délibérée de s'affronter. En 1916, plus personne n'y croyait, d'autant moins que d'ailleurs le rapport des forces était carrément déplacé en faveur de la Grande-Bretagne et que le rapport des forces d'Edrendorf, le seul véritablement important, n'était pas de 10 à 15, mais était de 1 à 2, ce qui, à ce moment-là, ne permettait pas de le faire. Alors, un mot rapidement sur la guerre au commerce. La guerre au commerce, dans l'ordre de l'empereur, il n'est pas question de guerre sous-marine au commerce. Je vous dirai pourquoi cet après-midi. Pas de question là-dessus. Ce matin, je sors mon joker. Mais je vous dirai tout ce soir, cet après-midi. Donc, quand on parle de guerre au commerce, il s'agit de guerre au commerce par bâtiment de surface. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour faire cette guerre au commerce? Les Allemands ont bien préparé la question. Il y a des stationnaires qui sont un petit peu partout, des croiseurs. Ils vont lancer aussi les Allemands mettent une conception différente des bâtiments, des croiseurs auxiliaires. Le croiseur auxiliaire, pour l'anglais, c'était un bâtiment qui servait à protéger les convois, je vous en parlerai demain. Par contre, pour les Allemands, c'était un bâtiment qui était destiné à faire la guerre aux convois. Alors ils vont larguer un certain nombre, mettre en route effectivement très vite.
Tout est prévu. On arme ça avec des petits patrouilleurs, les équipages passent sur des bâtiments plus importants, et tout ça part faire la guerre au commerce. Ça se passe très mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'idée stupide d'aménager des paquebots pour intercepter des cargos. Alors un paquebot, c'est 4 cheminées, c'est 18 chaudières, c'est je ne sais pas combien de tonnes de charbon à l'heure, c'est 300 personnes pour remuer le charbon dans les soutes. Au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de machin, les hommes sont morts, morts de faim d'ailleurs en général, donc ça va s'arrêter très vite. Les croiseurs, ça va se faire surtout, se concentrer dans un machin assez remarquable qui sera l'équipé de l'amiral von Spee. Et dans une dernière partie de la guerre, les Allemands vont comprendre comment il faut conduire la guerre au commerce, c'est-à-dire qu'ils vont armer des cargos, qu'on appellerait maintenant, si vous voulez, des cargos rapides, et surtout des bâtiments assez, pas trop facilement reconnaissables, qui vont avoir des résultats assez importants. Je vous donne rapidement les bilans de cette guerre au commerce. 38 bâtiments, 174 000 BRT ont été coulés par ces croiseurs, ces petits croiseurs, 28 bâtiments, 100 000 tonnes, 100 000 BRT par les croiseurs auxiliaires, et dans la seconde phase, avec ces bâtiments justement adaptés, qui reprendront d'ailleurs dans la Seconde Guerre mondiale, 83 bâtiments et 325 000 BRT vont être coulés par là. Il est évident que ce n'était pas suffisant pour changer le cours de la guerre, mais ils sont arrivés, compte tenu des moyens mis en œuvre, à des résultats quand même relativement importants, relativement intéressants. Voilà, il y aura 2 choses en train de passer. L'équipé de l'amiral Spee. Il faut en tenir surtout, c'est la concentration de ces bâtiments qui sont outre-mer. Il y a 2 opérations tout à fait remarquables. D'abord, arriver à concentrer des bâtiments épars dans le monde entier. Il y a des croiseurs qui sont sur la côte du Mexique, il y en a qui sont sur la côte d'Amérique. Tout le monde se retrouve dans les mers du Sud. Et tout le monde part ensemble avec un train d'escadre de charbonniers. C'est, à mon avis, l'exemple même de l'opération logistique la plus intelligemment montée de la guerre maritime. Pourquoi? Parce que tout ça se met en route immédiatement. Et pourquoi? Bien que tout ça était évidemment prévu à l'avance. Les Allemands avaient programmé les équipes. Alors ça ne va pas donner grand-chose, ça c'est une autre question, mais sur le plan logistique, c'est tout à fait remarquable. Et puis enfin, évidemment, dans la guerre immédiate, il y a l'équipé du Goeben et du Breslau, dont je dirais simplement une chose qu'ils ne sait pas toujours, c'est que cette fameuse Mittelmeer Division dont on a parlé tout à l'heure, elle avait été constituée en fait dès 1913. Et l'état-major allemand avait envoyé ces bâtiments-là en Méditerranée, non pas pour que leurs équipages puissent compléter le bronzage de la mer Baltique, mais c'était déjà dans l'esprit de... Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'Allemagne était liée à l'Autriche et à l'Italie par l'accord de la Triplice. Il y a eu une convention navale qui a été signée en bonne et due forme, et qui aurait prévu une intervention des 3 marines contre les bâtiments, les convois français, bien évidemment, c'était ça l'objectif, si la convention avait été mise en application. Comme vous le savez, l'Italie ayant tout de suite déclaré sa neutralité, la convention tombait, et c'est la raison pour laquelle l'escadron allemande a immédiatement appareillé et mis le cap sur les Dardanelles. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y aurait encore, je crois, beaucoup de choses à dire. Je répondrai bien entendu aux questions qu'on pourra me poser. Merci beaucoup. Bon, donc la parole est à la salle pour des questions, des débats. François, oui, peut rajouter des choses sur la marine, sur la Navy, je vais préparer quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. Oui, sur la Navy, juste pour, dans une parfaite symétrie par rapport au commandant Brézé, deux remarques très rapides sur la Navy, après avoir rappelé tout de même le statut relatif
j'étais sensible à ce que disait Hubert tout à l'heure, le statut relatif des marines par rapport aux États et aux opinions publiques. La marine en Angleterre, c'est l'Angleterre. Et donc on est vraiment dans quelque chose, certes il y a un engouement pour la marine en Allemagne, entre la fin du XIXe siècle, je pense au Flottenverein, je pense à toute une série d'événements retentissants, assez bien d'ailleurs mis en scène par le Kaiser lui-même. Mais en Angleterre, c'est vraiment quelque chose de tout à fait consubstantiel, et en particulier à la veille de la guerre de 1914, où le roi d'Angleterre, George V, qui est officier de marine, mais ce n'est pas un officier de marine qui se contente de porter son uniforme, il a véritablement servi à la mer, et il connaît la marine, et donc il y a entre la société britannique, entre le monde politique britannique, quand Churchill est nommé par Asquith ministre de la marine, il l'écrit dans ses carnets, c'est une explosion de joie, parce que c'est le poste véritablement le plus important. Alors cette Navy que vous a présenté j'ai dit par un jeu de prisme de miroir, le commandant Brézé par rapport à la marine allemande, elle a des points forts et elle a des points faibles. Alors moi je prendrai 3 séries de points forts et 3 séries de points faibles. Première série de points forts, c'est d'abord une supériorité militaire. Le rapport des bâtiments qui comptent, c'est-à-dire ceux qui feront au fond la décision, les plus modernes, ceux qui ont entraîné la véritable course aux armements navals à partir de 1906, ces fameux Dreadnought, il est en fait de 1 à 2, ce qui assure une supériorité très très forte sur le plan militaire. C'est une supériorité au Jutland, mais le seul combat naval. Oui. Et avec une supériorité de puissance qui est aussi une supériorité des calibres. Puisque les Britanniques vont utiliser du 305 mm, du 343, et dans ce qu'ils appellent les super dreadnoughts, la série Warspite et Queen Elizabeth, c'est du 380 mm. Donc on a vraiment une supériorité navale et de puissance. Il y a également, la marine allemande n'est pas en reste sur ce sujet, de superbes habitudes de manœuvre à la mer. La marine britannique est une marine qui sort de ses bases, qui s'entraîne, qui manœuvre. Et les officiers britanniques sont connus pour être de bons manœuvriers. Il y a une supériorité également, si je puis dire, navale. Les bateaux anglais sont très endurants. Et en particulier depuis la fin du XIXe siècle, depuis le Naval Act de 1889, il y a des séries homogènes qui rendent la ligne de fil et le combat naval à la mer, évidemment, plus facile. Il y a une supériorité opérationnelle qui est également très intéressante. Il y a un point qui mérite d'être signalé, c'est une forme de supériorité des services de transmission et de renseignement stratégique britanniques, avec en particulier la Room 40, la fameuse chambre 40, qui permet aux Britanniques de connaître, parce qu'ils ont percé le code de la marine allemande, enfin en partie, c'est plus compliqué que ça, de connaître les mouvements de la flotte allemande. Ils n'en font pas toujours bon usage d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Ils ont coupé les câbles, ils écoutent la PSF, ils ont conservé, y compris en Allemagne, y compris dans les ports allemands, des agents qui les renseignent, certains agents qui sont neutres. L'amirauté a une direction des opérations, a une direction du renseignement, donc tout ça est très très moderne. Et puis, comme le disait le commandant Brézé, ils ont aussi une conscience très nette du danger, puisque Jellicoe, selon la formule célèbre, était le seul homme qui pouvait perdre la guerre en une journée, ce qui était probablement enfin. Alors il y a quand même des points faibles. Il y a d'abord une organisation hiérarchisée, très hiérarchisée des bords et des états-majors. C'est une vraie pyramide, elle est d'ailleurs la même dans pas mal de marines, mais avec une forme de conservatisme des officiers britanniques, pas sur le plan naval, mais quelquefois sur le plan technique. Il y a des défauts techniques aussi. La précision du tir britannique est inférieure, par exemple, à la précision du tir allemand. Cela dit, ça mérite de rester modeste, puisque au Dogger Bank, par exemple, à la bataille du Dogger Bank, il y a 3% des coups allemands qui portent contre 1% des coups britanniques. Dans l'un cas comme dans l'autre, ça fait quand même pas beaucoup, objectivement. Pardon ? Une question d'entraînement. Il y a aussi beaucoup une question d'entraînement, mais aussi de qualité des appareils de vision. Je pense au télémètre britannique versus le télémètre allemand. Bref, il y a toute une série de choses intéressantes. Alors, deux mots sur le Jutland. Le Jutland, malgré tout, ça n'arrive pas, je sais bien que c'est une bataille de rencontre, mais ça n'arrive pas à n'importe quel moment.
le Jutland, ça arrive au moment de Verdun, ça arrive au moment des offensives allemandes sur le front russe, et ça arrive au moment des offensives de sous-marins. Donc, si vous voulez, ça tombe quand même, si je puis dire, pas mal. Et dernier mot justement sur le Jutland. Il y a un avant et un après pour la flotte britannique, comme pour la flotte allemande d'ailleurs. Et pour la flotte allemande, l'obsession, y compris du Kaiser, c'est de sortir. Après le Jutland, l'obsession, c'est de rester. Et la flotte allemande restera dans ses ports jusqu'en 1918, et c'est bien, au fond, la révolution, les mutineries, les crises d'indiscipline à bord des bâtiments allemands qui auront raison de la flotte allemande, ou tout au moins de ce qu'il en restait, c'est-à-dire l'immense majorité de la flotte de 1914. Je vous remercie. Merci. Donc, nous avons quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Allez-y, monsieur. Il y a un micro. Merci. Si j'ai bien compris, vous avez insisté beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas d'engagement décisif. Et donc, la question que je vous posais, c'est une question. La première, c'est que si j'ai bien compris, cette absence d'engagement décisif, elle est liée à une stratégie défensive des empires centraux, apparemment, et à un refus d'engagement lié à un déséquilibre des forces. Alors, est-ce que du côté des Alliés, il y a une incapacité à forcer la bataille décisive, ou est-ce que c'est aussi une volonté de leur part? Et de façon corrélée, vous avez évoqué la défense côtière à un moment. Moi, j'ai plutôt du 18e où la défense côtière se fait en mer, en fin de compte. Est-ce qu'au moment de la guerre de 14, la défense côtière, au niveau des côtes, est efficace et permet véritablement de protéger ces flottes? Ou est-ce que la suprématie maritime pourrait permettre de forcer là aussi une défense côtière et donc d'avoir une action plus offensive? On a l'impression d'une forte passivité, en fin de compte. Merci. Et alors, j'ai essayé de répondre. La première chose, me semble-t-il, pour ce qui concerne l'Italie en tout cas, c'est que la priorité est donnée à l'engagement sur terre. Ça, c'est une constante, je crois que c'est valable pour toutes les autres armées, ce qui fait que dès le début, la marine a un rôle secondaire, de toute façon. Je prends un exemple concernant le front italien. La marine assure une logique défensive pour empêcher que les cuirassés austro-hongrois ne bombardent, par exemple, les bouches de l'Isonzo, au nord de l'Adriatique, et puis après Caporetto, après novembre 1917, les bouches du Piave. C'est le premier point. Et deuxième point, lorsque, en juin 1918, l'Autriche-Hongrie lance sa dernière offensive, qu'on appelle l'offensive du solstice sur le Piave pour percer le front, les cuirassés austro-hongrois sortent, deux cuirassés austro-hongrois sortent d'Opole pour bombarder et soutenir cette offensive sur le Piave. La marine italienne intervient à l'aide de masses, d'hydravions, de sous-marins et de croiseurs légers pour mettre en échec cette opération. Donc vous voyez qu'il y a là une logique défensive toujours secondaire par rapport aux opérations terrestres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que la défense côtière, avec les trains côtiers, les batteries côtières, l'utilisation de sous-marins défensifs, que je n'ai pas voulu aborder parce que j'en parlerai cet après-midi, les masses également, première génération qui servent de défense, jouent leur rôle, parce qu'en définitive, les différentes opérations menées par la marine austro-hongroise, ces différentes opérations sont mises en échec après 1915, pratiquement sur l'ensemble du littoral italien. Vous voyez, la défense se fait sur terre, finalement, et pas du tout sur mer. Peut-être là une grande différence. Oui, je voudrais ajouter un petit mot. Justement, vous parliez de défense côtière. Je pense en fait qu'il ne faut pas parler de défense côtière, qui pratiquement pour cette guerre-là, il n'y a pas vraiment de défense côtière en place. Par contre, il y a, dont vous avez parlé, le sous-marin, côtier ou pas côtier, le sous-marin, et il y a surtout la mine. Ce qui veut dire, je vous ai montré des machins de rapport de force, vous voyez quand même que même dans ces 15-10, ça se compte, chaque super dreadnought a sa valeur. On ne va pas perdre comme ça pour le plaisir 2 ou 3 bateaux. L'amiral qui part avec 8 bateaux derrière lui, qui se dit oui, mais à l'arrivée, est-ce que j'en aurai encore 8? Croyez-moi, ça fait réfléchir. Et c'est ça qui va bloquer tout le système. C'est qu'on ne peut pas prendre des risques qui sont inacceptables. Faire une comparaison, quand le général Falkenhayn part avec je ne sais pas combien de corps d'armée, il sait qu'au bout de, quand il arrivera autour de Paris, il n'aura pas perdu 3 corps d'armée dans un coin, 3 autres dans un autre, etc. Tout le monde est encore là. Donc il y a eu des batailles furieuses. Tandis que dans la marine, vous pouviez, dans ces opérations-là, vous pourriez vous retrouver, je ne dirais plus avec plus personne, mais avec des forces en tout cas tellement affaiblies, que vous perdiez la supériorité dont vous disposiez à l'origine. Voilà, c'est ça qui a bloqué des deux côtés. Les Allemands n'avaient pas la supériorité, les Anglais avaient peur de la perdre. C'est d'ailleurs exactement la lettre qu'écrit l'amiral Anton House en mai 1915
dans lequel il explique pourquoi il refuse d'engager la marine austro-hongroise en dépit de la qualité de ces bâtiments. Je crois qu'on part en guerre en 1914 avec l'idée qu'il y aura 2 batailles décisives, une sur terre et une sur mer. À partir du moment où il n'y a pas d'engagement décisif sur terre, l'engagement décisif sur mer ne peut quasiment plus avoir lieu, car il mettrait en cause et il ferait basculer d'un coup l'avantage, alors qu'on a tant de mal à obtenir l'avantage sur terre. Je crois que c'est vraiment ça qui est, me semble-t-il, important à comprendre. En fait, la guerre de 1914, c'est une bataille de la Marne en septembre 1914 et une bataille de la Marne en 1918. Et entre deux, c'est l'interminable siège des empires centraux. L'essentiel réside dans le blocus. Et là, la marine n'a pas du tout un rôle secondaire, les mers n'ont pas du tout un rôle secondaire, c'est simplement un rôle qui se voit beaucoup moins, c'est un arrière-plan décisif. Il ne faut quand même pas oublier que par le blocus, on meurt de faim à Vienne dans l'hiver 1916-1917. Alors c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un engagement en haute mer du type Trafalgar ou que sais-je, ou que d'autres types d'engagements qui sont des engagements véritablement décisifs. Trafalgar est un engagement décisif, ce qui n'est pas l'ISA par ailleurs. Mais vous voyez, et donc on a là véritablement quelque chose qui est très intéressant parce que à partir du moment où sur Terre le risque est mesuré et qu'on n'arrive pas à l'emporter, mesurer le risque sur mer devient une obligation quasiment de toutes les marines. Et quand je disais que l'obsession de la Horseflotte, c'était de rester dans ces ports à partir du Jutland, ça tient aussi naturellement à cette affaire. Et la guerre sous-marine, c'est aussi une conséquence, dans une certaine mesure, du blocus et de l'absence d'engagement décisif sur mer. J'aimerais dire quelque chose. Dernière remarque, parce que sinon je vais me faire gronder par Elena. Oui, c'est une idée qui me vient en écoutant Tristan Lecoq sur le fait que parfois on cherche sur mer une décision qu'on n'arrive pas à trouver sur terre. Effectivement, pendant la Grande Guerre, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas du tropisme italien de ma part, mais il me semble qu'il y a un exemple dans l'histoire récente, c'est la guerre de 1866 qui a opposé l'Italie à l'Autriche, la troisième guerre d'indépendance. Au cours de cette guerre de 1866, l'armée italienne s'est fait battre par l'armée autrichienne à Custoza. Et pour compenser cette défaite terrestre, le ministre de la Marine et le gouvernement italien a exigé de l'amiral Persano de mener une opération navale pour remporter une bataille décisive contre la flotte autrichienne. Cette bataille, c'est la bataille de Lissa. La marine italienne est bien supérieure à la marine autrichienne, et à l'origine, à l'époque, on pense que cette bataille sera une victoire décisive. En une demi-heure, la flotte italienne est écrasée par la flotte autrichienne. En une demi-heure à peine. C'est la bataille de Lissa. Cette bataille de Lissa, me semble-t-il, a servi peut-être de référent culturel au fait que l'on hésite à rechercher avant tout une bataille décisive pour des raisons fondamentalement politiques, beaucoup plus que pour des raisons militaires, peut-être.